Bonjour à tous, encore merci de participer à ce webinaire sur la télésanté. Nous allons commencer d'ici 2 minutes. Je vais vous présenter les différents intervenants de ce webinaire. Nous avons le docteur Laurent Schmoll qui est ORL en libéral à Strasbourg, qui nous parlera de téléprescription audioprothétique en ORL et son expérience sur le terrain. Nous aurons le professeur Frédéric Venaille qui est ORL au CHU de Montpellier et qui nous parlera de la téléaudiologie, quels sont les différents outils et comment la pratiquer à l'hôpital. Nous aurons Madame Roxane Oransan, orthophoniste à la Pitié-Salpêtrière et en libéral à Paris, qui nous présentera le principe de la téléorthophonie. Et puis Mademoiselle Élodie Durand, qui est audioprothésiste à Bar-le-Duc, qui nous présentera la téléaudioprothèse et quelles sont les possibilités que l'on peut avoir avec ce type de pratique. Alors, il est l'heure, donc je vais vous présenter, je vais vous faire juste un petit résumé de qu'est-ce qu'est la télésanté. Donc, juste pour vous rappeler, la télésanté, c'est un ensemble d'activités, soins, consultations, exercées entre le professionnel de santé et leurs patients grâce au numérique. Alors, il y a plusieurs termes qui sont pas forcément reconnus, hein, la téléaudiologie, qui est la télésanté appliquée à l'audiologie, qui n'a aujourd'hui pas de terme en termes de valeur légale qui n'existe pas. La télémédecine, on en parlera aujourd'hui avec la téléconsultation ou la téléprescription, qui est la pratique de la médecine à distance grâce à des outils de télécommunication numérique. On retrouve la téléassistance, un ORL qui assiste à distance un médecin généraliste pour la réalisation d'examens, la télésurveillance ou le SAMU par exemple. Le télésoin qui, lui, regroupe la pratique des soins des paramédicaux à distance grâce à des outils de télécommunication numérique. Et là, on retrouvera la pratique de la téléorthophonie l'orthophoniste qui va réaliser une séance de rééducation à distance. Un audioprothésiste, on le verra avec Élodie Durand, qui ajuste des réglages ou qui fait du téléréglage, ou un audioprothésiste tout simplement qui assiste un patient par téléphone. Donc pour cette première présentation, nous aurons le docteur Schmoll qui va vous présenter, je commence la présentation, la téléprescription en audioprothèse par téléconsultation ORL. Je vous laisse la parole. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer de vous parler de ce qui est ma pratique non pas quotidienne, puisque nous avons commencé à tester ce type de téléprescription dans la mesure où, comme on va le voir, il y a un besoin qui va devenir de plus en plus patent. Je vais vous expliquer le contexte dans un premier temps. D'abord, si on parle de démographie des ORL, en 2020, il y avait 2999 ORL avec une densité moyenne de 4 ORL en moyenne, 4,5 ORL par 100 000 habitants, avec des différences très importantes selon les régions, qui allaient de 0,4 à 6,4 ORL pour 100 000 habitants. On a vu une chute très importante entre 2010 et 2021 de la densité des ORL, la chute de 18%. Et on voit que d'ici 2030, on va encore avoir une chute qui sera un peu moins importante, d'environ 2%, avec des variations là aussi très importantes de moins 16 à plus 8%. L'âge des ORL en 2020 est de 53 ans en fait en moyenne, 46 ans pour les femmes et 56 ans pour les hommes, donc avec un taux de féminisation de 30%. Donc on voit que la population ORL a déjà beaucoup baissé, baissera encore dans les années à venir de façon moins importante. Dans le même temps, la démographie de la population, il faut savoir qu'en 2060, un tiers des Français auront plus de 60 ans. Donc, le besoin médical et le besoin de tout type, et l'audioprothèse fait partie des besoins, va extraordinairement augmenter dans les prochaines années, sachant que l'âge moyen d'appareillage est de 71 ans, qui est à peu près 7 ans après l'apparition des premiers troubles auditifs. Et en 2021, on estime à peu près qu'il a été vendu en France 1 200 000 prothèses auditives. C'est une augmentation assez forte par rapport aux années précédentes, puisqu'il y a eu le 100% santé qui s'est développé. La prescription auditive, aujourd'hui, elle est autorisée aux médecins généralistes pour les appareils auditifs, et la primo-prescription a été autorisée et prorogée déjà plusieurs fois jusqu'au mois de septembre 2022. Est-ce qu'il y aura une prolongation ultérieure? C'est l'inconnu pour l'instant. Mais théoriquement, dans le cas de la réforme 100% santé, les médecins autorisés généralistes à faire une prescription auditive seront des médecins qui auront suivi un cursus d'autologie médicale
Et aujourd'hui, on sait qu'il y a extrêmement peu de médecins en France, généralistes, puisqu'ils ont assez de travail par ailleurs, qui sont engagés dans un DPC d'autologie médicale. Donc, on va se trouver dans un goulet d'étranglement de plus en plus important. Il faut aussi savoir, dans le contexte global que j'évoque, que le non-équipement d'un appareil auditif pour personne qui a un problème auditif coûte beaucoup plus cher que l'appareillage. C'est vieux chiffre, mais en 2006, le déficit auditif coûtait environ 6 600 euros selon une étude britannique, et le coût total européen de la perte d'audition s'élèverait à 284 milliards et est estimé à environ 16 milliards, 2,7 pour la seule France. Donc, ces chiffres viennent de l'autorité de la concurrence. Donc, il est nécessaire de mettre en place des aides auditives et un système qui permet de prescrire les aides auditives au niveau national, à la fois pour des raisons de santé publique et pour des raisons de coût. Donc la problématique globale, elle est la suivante. Si on prescrit ou si on vend 1 200 000 prothèses en France chaque année, si aujourd'hui la prescription des prothèses auditives, prescription et represcription est réalisée à plus de 50% par des non-ORL et qu'on a de moins en moins de médecins généralistes qui vont pouvoir prescrire des aides auditives puisqu'eux sont engagés dans le DPC otologie, si le nombre d'ORL décroît et si la population croît, on voit bien que les courbes vont se croiser. Et si on ne veut pas encore aggraver le coût de déficit auditif en France, il faut trouver une solution pour prescrire d'une façon, j'allais dire, massive, en tout cas à bon escient, aux personnes qui en auront besoin, et ça sera de plus en plus le cas, avec la prescription faite plutôt par un ORL qui a les compétences en otologie et en audiologie. Donc, les enjeux, c'est répondre aux besoins sanitaires d'une population âgée en expansion, réduire les coûts de la déficience, c'est ce que je viens de dire, rester maître du diagnostic pour les ORL et de la prescription, collaborer, c'est extrêmement important, avec les professionnels de l'audition que sont les audioprothésistes, ne pas créer de compérage, donc là aussi, il faut trouver des systèmes qui sont ouverts, tout le monde puisse participer, ne pas faire le jeu des mutuelles, parce que vous avez vu qu'il y avait déjà eu une problématique à l'automne 2020, et puis, évidemment, comme les outils numériques évoluent et évoluent de plus en plus vite, et les réseaux informatiques et les réseaux Internet sont de plus en plus fiables à peu près sur tout le territoire national, il faut donc faire évoluer la prescription de l'aide auditive en respectant, bien entendu, la déontologie et en collaborant avec les audioprothésistes. Donc, pour permettre de prescrire, rendre un service de qualité, il faut apporter un outil agile et intuitif aux ORL, parce que nous, médecins, on n'est pas des experts de l'informatique, donc les outils doivent être extrêmement simples à utiliser. Il faut permettre à tous les audioprothésistes d'accéder à une application qui soit performante depuis leur cabinet d'audioprothèse, créer un système donc ouvert, gratuit pour les médecins, sinon ils ne se connectent pas, et puis permettre aux audioprothésistes de se connecter à un ORL de proximité, ce qui est aussi important plutôt que d'avoir des plateformes qui gèrent toute la France. D'ailleurs, normalement, il faut avoir, dans le cadre de la télémédecine, toujours un médecin de la même grande région. Et le système, évidemment, doit répondre à tout le cahier des charges nécessaires et s'imposer à tous les offreurs de solutions. Alors, j'ai distingué deux solutions. D'une part, les personnes en institution, en EHPAD par exemple, où là, la perte d'autonomie dans ces structures est telle que l'âge moyen d'entrée est d'environ 87 ans aujourd'hui. Si une primo-prescription n'a pas été réalisée avant, il est difficile souvent d'envisager une aide auditive s'il n'y a pas d'antécédent. Bien entendu, s'il n'y a pas de trouble cognitif, c'est tout à fait réalisable, mais c'est de moins en moins faisable après 87, 88, 90 ans. Et pour avoir fait des dépistages systématiques dans maintenant près de 200 EHPAD d'autoscopie, j'entends, avec des infirmières qui, dans l'EHPAD, faisaient des photos de tympan et puis à distance m'envoyaient les photos et d'ailleurs 66% des personnes âgées avaient des bouchons de cérumen ou des corps étrangers des conduits auditifs ou d'autres pathologies. Donc déjà, un peu plus de 2 tiers des personnes âgées ont des pathologies du conduit auditif, il faut quand même le savoir. Néanmoins, sur l'ensemble des dépistages, moins de 10% ont conduit à un examen audiométrique que j'ai réalisé à distance, qui est d'ailleurs un peu complexe aujourd'hui avec les systèmes à distance pour piloter les audiomètres, et moins de 10% ou environ 10% ont conduit à la mise en place d'une aide auditive et donc une prescription après ces audiogrammes.
Donc, ça fait à peu près 1% des résidents de plus de 87 ans qu'on peut encore réellement appareiller. Donc, ça, c'est un problème pour les personnes institutionnalisées. Pour la population générale, la situation est différente, d'autant qu'il n'y a pas que les personnes âgées qui ont droit à une aide auditive. Et donc, c'est pour cette catégorie, et surtout parce qu'il y a une diminution du nombre de médecins dans les années à venir et une désertification médicale territoriale, qu'il faut trouver une solution. Donc, ce qu'on teste avec Audica depuis déjà un certain nombre d'années, avec Élodie Durand qui est ici présente, et d'autres audioprothésistes, on a envisagé un parcours qui est assez simple que je vais vous décrire. Donc, la première visite, le patient se rend chez son audioprothésiste habituel. En tout cas, il conserve le libre choix de son audioprothésiste et se rend donc dans le centre de son choix. Et il choisit librement parmi les ORL de proximité qui acceptent de téléconsulter quel est le médecin qui sera téléconsultant lors de la téléconsultation pour une éventuelle téléprescription auditive. Une fois qu'il a il a choisi son ORL qui lui dédie un créneau ou l'autre et qui a déterminé quel était le créneau retenu, l'audioprothésiste fait des photos des deux conduits auditifs et fait des audiogrammes comme s'il sait parfaitement les faire, tonal, vocal et éventuellement un audiogramme dans le bruit. Une fois ces éléments réalisés, le patient quitte l'audioprothésiste et revient lors de la deuxième visite chez l'audioprothésiste le jour de la téléconsultation. Alors, ça peut être sous le lendemain, ça peut être 8 jours plus tard, ça dépend de la disponibilité de l'ORL de proximité. À ce moment-là, l'audioprothésiste se branche sur une tablette ou un ordinateur face au médecin, il rentre dans la salle d'attente virtuelle et adresse les clichés des tympans et les audiogrammes à l'ORL à distance. L'ORL se connecte à son tour sur son ordinateur et démarre la téléconsultation en commençant par examiner les tympans dont il a reçu les photos, regarder les audiogrammes, évidemment s'entretenir avec le patient, seul dans le cadre d'un colloque singulier, et avec l'audioprothésiste pour voir si effectivement le patient est bien appareillable, aussi pour les raisons anatomiques éventuelles. Et donc le médecin seul juge de l'état auditif et cognitif du patient et décide une prescription, une prescription, et il rédige son ordonnance avant de quitter la téléconsultation. Dès la fin de la téléconsultation, le médecin ayant fait une prescription, un mail automatique est généré dans le système qui est adressé à l'audioprothésiste, lequel reçoit sur une adresse sécurisée une ordonnance, la feuille de soins et le compte-rendu de la téléconsultation. Le médecin paye la téléconsultation à l'audioprothésiste qui fera parvenir le paiement au médecin et l'audioprothésiste remet la feuille de soins et commence à pouvoir enfin, j'allais dire, prescrire, préparer la prothèse auditive. Et cette solution qui est non seulement immédiatement applicable, mais que nous appliquons déjà de façon assez expérimentale, je dois dire, permet de choisir librement son audioprothésiste, son ORL. L'ORL reste une aide de diagnostic et de la prescription. L'audioprothésiste permet d'équiper le patient sans avoir à déplacer le patient et parfois les distances sont lointaines. À Strasbourg, j'ai pu prescrire pour des patients qui étaient d'ailleurs de mes patients qui étaient à Lauterbourg, il y a au moins une petite centaine de kilomètres, et c'était le cas d'une represcription en l'occurrence. Ça a évité aux patients de perdre du temps, ça a été efficace économiquement pour lui, écologiquement, et je pense que ces systèmes de téléprescription, bien conduits, bien menés par des médecins et des audioprothésistes, des groupes d'audioprothésistes sérieux, permettront de rendre service à la santé publique, et c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Merci pour cette présentation. Je vais passer la parole au professeur Venaille sur une deuxième présentation sur la téléaudiologie à l'hôpital. Et je vous passe la parole tout de suite. Bon, merci Jonathan, mais bonsoir à toutes et à tous. Alors bon, la téléaudiologie à l'hôpital, elle n'est pas fondamentalement très différente de celle qu'on va faire dans l'exercice libéral. C'est les mêmes outils qu'on va utiliser. Juste en rappel, si un rappel des éléments importants pour donner les choses en introduction.
il ne veut pas que je… Est-ce que Frédéric, ça coupe un petit peu? Est-ce que tu peux couper ta caméra? Peut-être que ça facilitera le réseau. Je suis bloqué. Voilà. Donc, la télémédecine, non. On a un petit souci de connexion, Frédéric, on t'entend pas du tout. Sur l'aspect. Est-ce que tu peux peut-être couper la caméra pour qu'on puisse lancer molle. Et puis après, il y a les éléments qui sont en plus. Déjà main. Sûr qu'ils nous entendent. C'est bon. Et je suis bloqué. Voilà. Alors, donc, ouais, ça y est, ça marche. Ça ne marche pas. Donc, voilà, ça fait partie des écueils. Après, on verra de la télémédecine en général, c'est d'avoir une connexion Internet haut débit. Donc, à partir du moment où on n'a pas une connexion Internet haut débit, que ce soit pour le médecin ou pour le patient, voilà. Donc, la télémédecine en France, donc on a vu qu'il y a plusieurs offres de soins, la téléconsultation, téléexpertise, donc ça, davantage m'arrêter dessus, parce que ça, c'est une activité pour l'instant qu'on peut développer dans certains domaines, et notamment dans le domaine de l'implant cochléaire. Et là, on va se recentrer sur l'exercice hospitalier, qui était un peu ma partie. Alors, la diapositive suivante arrivée. Donc, juste pour dire que bon, le prérequis de tout exercice de téléaudiologie et télémédecine en général, c'est d'avoir des outils qui soient adaptés à cet exercice. Donc, malheureusement, ou de manière un peu spécifique, il n'y a pas vraiment d'outils totalement adaptés à la téléaudiologie pour l'instant. La plupart des outils utilisés, c'est un détournement des outils actuels d'autoscopie, d'audiométrie, qu'on va juste manipuler à distance. Donc, ça va expliquer que pour un certain nombre d'outils qu'on va avoir, l'ergonomie n'est pas forcément adaptée à 100%. Et pour l'instant, le seul outil vraiment qui était dédié à les solutions d'audio qui existent à distance. Donc là, parmi les contraintes de cette audiométrie, il y en a plusieurs. Bon, déjà, c'est d'avoir un local qui soit adapté à distance, parce que si on en quand on est présentiel, il faut également avoir une ressource ou au moins une lorsqu'on va le faire à distance. Après, il y a un autre élément important, c'est le délai de réponse entre le moment où on va tester la personne à qui on fait l'audiométrie et celle où elle répond. Tout simplement parce que si vous avez un décalage de synchronisation important, vous ne saurez pas si la personne vous a répondu à l'intensité que vous avez testée à l'instant T ou à celle que vous avez testée 10. L'autre problématique, c'est d'avoir un matériel calibré et adapté. Donc, on doit se positionner avec les contraintes réglementaires à distance que celles qu'on a en présentiel, donc avec du matériel calibré, étalonné. On ne peut pas faire ça avec du matériel grand public, sinon on va perdre en qualité. Et après, il y a la problématique de l'autoscopie. Et ça, Laurent Schmoll en a parlé également. Donc, ça fait partie des différentes géométries. Le détail des choses. Alors, la diapo. Donc, cette téléaudiométrie, elle a déjà été plus jolie. Et aujourd'hui, bon, en France, il y en a un qui est disponible, c'est celui de Shoebox. Et là, il y a une publication que je vous montre qui a été récemment par l'équipe du professeur Taïwan sur la validation à distance de la téléaudiométrie et la comparaison des seuils quand on va réaliser le geste en présentiel ou en distanciel. Alors, ce que vous pouvez voir sur les graphiques que vous avez, c'est que l'écart entre les deux têtes, il y a vraiment quasiment aucune différence entre l'audiométrie présentielle et distancielle, parce qu'il y a les réalisations aériennes, donc ça c'est l'image de gauche, pour ce qu'elle va être utilisée en conduction ou seul. Bon, par contre, quand même, le gros bémol à tout ça, c'est le temps. Parce que ce qui a été retrouvé dans cette étude, mais également dans des études beaucoup plus anciennes, parce que les outils de téléaudiologie existent depuis de nombreuses années dans d'autres pays, c'est que ça prend beaucoup plus de
et qu'une téléaudiométrie, en moyenne, elle va vous prendre 20% de temps supplémentaire par rapport à une audiométrie réalisée en présentiel. Donc ça, c'est quelque chose à bien intégrer dans le workflow parce que c'est un élément qui n'est pas négligeable. Si c'est pour gagner du temps d'un côté, mais en perdre d'un autre, il faut arriver à bien trouver le curseur des personnes à qui cet acte est adapté et pour qui il ne faut pas le faire. Donc, après avoir vu un petit peu ces outils discutés très brièvement, donc si on fait le résumé de la téléconsultation, donc c'est en face à face avec le patient. Donc, les pour, évidemment, c'est qu'on va avoir un niveau de service qui va être plus important, on va pouvoir toucher des zones géographiques plus élargies et également plus de patients sans se déplacer lorsqu'on est médecin. Bon, après, les contre, c'est que la durée de l'opération va être allongée. Aussi un contre qui est parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne fait rémunérer en qu'une conso, donc une CS éventuellement avec des modificateurs à 30. On peut faire des plans d'honoraires, mais à distance. Autre élément qui est l'assistant à distance, puisque pour faire le avoir, comme je vous l'ai qui est les mêmes pratiques que celui où on fait une audiométrie en présentiel. Donc, on va une consultation. Elle est possible, et elle rencontre un certain nombre de freins. Alors, non, dans rapprocher plus de ce que je fais moi en hospitalier, il y a d'autres solutions qui ont été proposées dans le cadre plus général de la télé. Voilà. J'attends la diapo. Alors voilà, donc parmi ces prises en charge de télésuivi, on va rentrer dans ce cas dans les prises en charge à la carte. Alors je suis désolé, les animations ne passent pas à cause de cette solution de vidéoconférence qui a été choisie. L'intérêt en fait du télésuivi, c'est de proposer une prise en charge à la carte. Donc certaines personnes vont continuer à avoir besoin d'un suivi présentiel, et ça ne changera pas. Et il y en a d'autres à qui on peut proposer un suivi à distance. Alors, qui peut se faire en alternance avec des suivis présentiels ou en substitution complète. Alors, pour l'instant, en substitution complète, honnêtement, on ne l'a jamais fait, je pense. Alors, parmi les solutions disponibles sur le marché aujourd'hui, je ne vais pas faire de pub pour un seul fabricant, puisqu'il n'y en a qu'un seul, donc je ne mettrai personne en concurrence. C'est la société Cochlear avec la solution Remote Check. Donc, c'est une solution qui permet à partir d'un smartphone au patient de se connecter à son smartphone. Et le smartphone va permettre de tester à distance Cochlear, d'envoyer des informations sur son fonctionnement, des électrodes, l'état des microphones, mais également il va permettre de faire en streaming direct des tests aux patients. Donc, on va faire de l'audiométrie tonale et de l'audiométrie de bruit directement à l'aide du smartphone. Et c'est remonté sur une plateforme sécurisée. Et le pratique à distance va pouvoir avoir accès à toutes ces données de suivi, donc qui concernent le fonctionnement de l'implant, mais également les performances du patient. L'intérêt, on va vite voir, c'est que lorsqu'on est dans une situation au programme et si on a des flags, un changement des impédances des électrodes du patient, et on va pouvoir le faire venir de manière anticipée pour régler les problèmes. Et puis à l'inverse, si on n'a aucun problème, pourquoi faire venir le patient? On peut décaler son rendez-vous présentiel quelques mois après et arriver exactement à la même proposition de service pour le patient. Alors, il y a une qui a sauté. On revient, on repart. Alors voilà, nous, on a déjà fait une expérience l'année dernière. Là, on a recommencé cette année à plus large échelle. Et la première question qu'on s'est posée, en fait, est-ce que véritablement les outils de monitoring à distance, ils sont vraiment fiables? Est-ce qu'on a la même qualité en audiométrie tonale? Est-ce qu'on a la même qualité en audiométrie vocale dans le bruit? Et les deux graphes que je vous montre, l'image en haut à gauche, c'est l'audiogramme réalisé par Remote Check, où on va comparer en fait déjà le test. Tout simplement, est-ce qu'on a les mêmes résultats quand on va tester 2 fois le patient? Parce que si le test n'est pas reproductible en soi, c'est vraiment un test qui n'est pas utilisable. Donc, on va point grouper. Si on a en champ diffus, donc
il faut savoir que à distance passé en streaming, en audiométrie tonale, il est beaucoup plus robuste qu'un test réalisé en présentiel. On a beaucoup moins de variabilité. Test va regarder après, bah, ça va être la diapo passe. Voilà, ça va être l'audiométrie vocale dans le bruit. Donc le test qui est proposé avec le remote check, c'est un digitest, donc c'est avec 3 chiffres à répéter dans un niveau de bruit qui va varier. On va rechercher le seuil d'intelligibilité dans le bruit, donc tout simplement le bruit à partir duquel 50% des items sont répétés correctement. Et là, une fois de plus, on a comparé le test-retest avec le remote check, c'est ce qu'on fait en champ libre. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec le RELEC, la droite de régression passe par le 0 et en gros, on a une droite de régression X et Y, plus ou moins. Donc, ça veut dire que ce test est à nouveau assez reproductible, mais surtout, c'est qu'il ne nécessite pas d'apprentissage particulier. Quand on va regarder le test en champ, que vous avez à droite, vous voyez que la courbe, elle est bouclate. C'est-à-dire que pour faire du test-retest, les gens, ils s'améliorent au test. Donc, on a un effet d'apprentissage qu'on a en champ libre, qu'on ne va pas retrouver lorsqu'on est en streaming direct. Donc, une fois de plus, à la prise, on a vu qu'il y avait une supériorité de l'outil à distance au final par rapport à l'outil présentiel. Donc, on va dire que cette préétude, elle nous a permis plus ou moins de valider le caractère technique de la solution. On s'est posé la question de l'acceptabilité de la solution. Bon, c'est beau d'avoir un outil qui marche bien d'un point de vue technique, mais si le patient ou le praticien ne le trouve pas agréable, il ne sera pas adopté. Donc, on va attendre que la prochaine diapo arrive. La voilà. Donc là, on a utilisé un questionnaire de vie habituellement pour les solutions de télémédecine qui s'appelle le SUTAC. Et donc là, vous avez en haut, en vert, c'est les résultats qu'on avait au questionnaire quand on l'a fait passer pour nos implantés cochléaires. Et puis en dessous, vous avez les résultats classiques qu'on retrouve pour d'autres solutions de télémédecine, pour le suivi de l'insuffisance cardiaque, de la BPCO et du diabète. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a certaines questions qui vont interroger plusieurs domaines. Donc, le premier domaine, j'ai du mal à lire aussi, c'est tout petit, c'est l'amélioration du suivi. Le deuxième, c'est les éléments de sécurité. La troisième, c'est, on va dire, une sorte d'adhésion du patient à la solution. Le domaine D, c'est le substitut potentiel. Et à la fin, la dernière question, c'est la satisfaction. Donc, quand on regarde juste l'élément satisfaction, la colonne la plus à droite, on voit qu'on a une satisfaction qui est élevée et qui est comparable à celle qu'on a avec les autres solutions de télémédecine. Et même chose pour le remplacement. Le patient estime que ce qu'on fait à distance peut remplacer ce qu'on peut faire en présentiel. Pour l'amélioration des soins, également, le patient estime que ça lui amène une amélioration des soins, tout simplement, et suivi de manière plus régulière. Après, sur les points qui sont un peu négatifs, vers le bas, il y a quand même des questionnements du patient au sujet de la sécurité de la solution. Donc ça, il faut être capable de bien expliquer comment ça fait que ça passe par des sécurité, qu'il n'y a pas de manipulation des réglages de l'implant. Hein, tout simplement, on fait du contrôle, on ne change pas les réglages. Et on a de ce fait des solutions avec des niveaux de satisfaction qui sont tout à fait corrects et en tout cas comparables à ce qu'on a dans les autres solutions de télémédecine. Voilà, donc il y a une diapo qui a dû sauter une fois de plus. Non, voilà, on est bon. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire en gros pour tout ce qui est activité de synchrone, puisque ça c'est l'élément, pour l'instant, pour lequel les solutions existent, mais pas tous les problèmes. Et on n'entend plus Frédéric là. On a perdu Frédéric. Parce que la dernière, c'est juste les remerciements, mais elle ne veut pas passer, donc on peut la passer allègrement. Bon, ben merci Frédéric pour cette présentation. Oui, tu voulais présenter que le WFCA, le prochain congrès mondial de l'audiologie qui sera à Paris, j'imagine.
le 19 et 22 septembre 2024. Donc, c'est un des plus Voilà. gros congrès mondial d'audiologie et c'est la France qui va accueillir ce magnifique congrès. Encore merci pour ta présentation. Moi, j'ai une petite question pour le docteur Schmoll. Ça représente combien, parmi toutes vos consultations, la téléconsultation, c'est quoi en pourcentage de vos pratiques? 1%. 1%, ouais. Aujourd'hui, c'est encore... extrêmement faible. C'est extrêmement faible parce que c'est plutôt du test qu'autre chose. De toute façon, avec le grand public, je fais pas de téléconsultation. Je fais des téléconsultations de téléprescription audiologique pour l'instant en test et en expérimentation. Je ne fais pas de téléconsultation parce que les patients à domicile n'ont aucun outil pour qu'on puisse voir ni la gorge, ni le nez, ni les oreilles. Donc, ça ne sert absolument à rien. Alors, on peut faire la téléconsultation en ORL. Il y en a qui le font pour tout ce qui est tuméfaction cervicale. Il y en a qui pour les vertiges. Il y en a qui en font pour les résultats des troubles du sommeil et donc des enregistrements des âmes réalisées. Et donc, on peut faire la téléconsultation. Moi, je n'en fais pas. Très bien. Et ça m'a amené une deuxième question plutôt pour Frédéric. Alors, où se font c'était la téléaudiologie concernant la téléaudiométrie? C'est dans quel lieu, quel site accueille le matériel? Vous le faites comment? S'il faut quand même du matériel, il faut un audiomètre, il faut pouvoir le prendre le contrôle à distance. Donc, j'imagine une salle dédiée dans une. Alors voilà, la téléaudiométrie, aujourd'hui, on l'a fait que dans le cadre on l'a fait en pratique routinière parce que c'est contraignant à mettre en place. Et à chaque fois qu'on l'a fait du CHU vers des centres d'audioprothèse. Puisque naturellement, ce sont les seuls centres qui sont équipés à un niveau équivalent à celui d'un cabinet d'ORL. Donc après, on se rend compte que du coup, c'est un facteur très limitant pour le développement, c'est aussi d'avoir des emplacements, des pièces qui soient capables d'accueillir des patients à distance. Malheureusement pas le cas, je dirais, la plupart des ni même des cabines de télé. Très bien. Je vais passer la parole à Roxane Oressan, qui est l'orthophoniste et qui va nous présenter donc la téléconsultation en orthophonie. Je vais envoyer la présentation. Et voilà. Merci Jonathan. Bonjour à tous. Alors, donc on va parler effectivement du télésoin en orthophonie auprès des adultes appareillés ou implantés cochléaires. Rapide historique pour commencer. Avant la pandémie, le télésoin en orthophonie n'était pas autorisé en France, du moins dans le cadre d'une activité qui était conventionnée. En revanche, il existait déjà depuis de nombreuses années aux États-Unis, en Australie et au Canada. Et il y a eu un certain nombre d'études sur diverses pathologies, notamment l'aphasie et le bégaiement, qui ont été effectuées et qui ont montré dans ces pays-là le réel bénéfice de la rééducation à distance et surtout des résultats qui étaient similaires à ceux obtenus en présentiel. Puis la crise sanitaire est arrivée en France, donc le télésoin en orthophonie a été autorisé durant le premier confinement. C'était au départ une pratique provisoire et ça ne concernait que certains actes, dont l'AMO 15.4 qui concerne la prise en charge des patients sourds. Et puis le télésoin est devenu pérenne le 2 juin 2021 et donc maintenant il fait partie intégrante de nos pratiques. Au niveau du cadre légal, comment ça se passe? Les bilans initiaux doivent obligatoirement être effectués au cabinet. En revanche, le suivi et les bilans de renouvellement peuvent être effectués à distance. La NGAP doit être respectée, donc comme les séances en présentiel, c'est-à-dire que c'est des séances d'au minimum 30 minutes avec pas plus d'une séance par jour. Il doit y avoir au moins un acte en présentiel dans les 12 mois avec la possibilité de repasser en présentiel à tout moment. Et les conditions matérielles doivent évidemment être réunies et la séance doit se passer obligatoirement en direct et en vidéotransmission. La prescription médicale est la même, le remboursement est le même que pour les séances en présentiel, 60% sécurité sociale et 40% mutuelle. Et nous, on a un cadre concernant le pourcentage de téléorthophonie, de télésoins, ça ne doit pas être supérieur à 20% de notre activité.
Alors, Stéphanie Borel, en 2020 et 2021, a réalisé une enquête auprès des orthophonistes qui pratiquaient le télésoin avec des patients malentendants. Et donc, elle s'est intéressée aux principales raisons de recours à cette pratique-là. Au départ, ça concernait quand même fortement la crise sanitaire, avec certains patients qui étaient fragiles, qui avaient peur de prendre les transports, des patients qui étaient cas contact. Donc c'est peut-être un peu moins le cas à présent. Et aujourd'hui, le télésoin est utilisé majoritairement pour des patients qui sont éloignés dans des déserts médicaux, qui ont des difficultés à trouver un orthophoniste près de leur domicile. Ça fonctionne aussi très bien avec nos petits patients qui sont retraités, qui ont des maisons secondaires ou qui partent en vadrouille régulièrement. Donc ça permet vraiment d'assurer une continuité au niveau de la rééducation. Et c'est aussi très pertinent pour nos patients actifs qui ont parfois des horaires de travail qui ne leur permettent pas de se rendre en cabinet libéral. Donc on arrive à trouver des créneaux, notamment au niveau des pauses déjeuner. Donc c'est vraiment un réel gain de temps pour ces patients. Le télésoin est un mode de rééducation à part entière. Il est vraiment écologique, surtout à l'heure où les visioconférences sont développées aussi bien dans nos sphères privées que professionnelles. C'est vraiment un travail qui semble pertinent pour nos patients. Au niveau des axes de rééducation, quels sont les axes qui sont abordés concernant les patients sourds? Eh bien tous, au final, avec une majorité d'entraînement auditif dans le silence, un entraînement cognitif et la rééducation de la lecture labiale. Les plateformes utilisées rapidement, toujours l'enquête de Stéphanie Borel, c'est Zoom et Skype qui sont des plateformes gratuites, bien que l'AFNO et la CNIL nous conseillent des plateformes sécurisées. C'est quand même celle-ci qui reste le plus souvent utilisée par les orthophonistes. Rapidement aussi, 2 études qui ont été effectuées par l'hôpital Rothschild au sein du CRIC sur la faisabilité du bilan annuel post-implantation cochléaire à distance. Et la deuxième étude incluait même les réglages à distance. Et donc, les résultats de ces études ont montré qu'au final, plus de 98% des patients étaient satisfaits et que la majorité souhaitait poursuivre le suivi annuel en téléconsultation. Et surtout, ce qui est intéressant pour nous, c'est que les résultats au test d'intelligibilité dans le silence et le bruit étaient fiables et corrélés au bilan effectué en présentiel. Dans les points plus négatifs, évidemment, les difficultés techniques et de connexion. Forcément, on reste très dépendant de ces aspects techniques. Ça demandait une plus grande adaptabilité de l'orthophoniste et les patients qui avaient effectué déjà des évaluations au CRIC avaient de meilleurs résultats à distance. Alors, qui dit rééducation en distanciel ne doit pas dire qu'on doit se tenir à distance des autres professionnels qui interviennent autour de nos patients malentendants. Donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher des ORL, des audioprothésistes qui pourront nous donner des informations précieuses, notamment au niveau de l'appareillage. Ne pas hésiter déjà à se procurer les audiogrammes. Est-ce que le patient a différents programmes sur sa prothèse ou sur son implant? Quelles sont les fonctionnalités et le fonctionnement de l'appareil? Et surtout, je dirais ce qui est le plus important dans le cadre du télésoin, quels sont les accessoires qui existent pour faciliter les conditions d'écoute du patient et pour travailler au mieux avec lui. Je pense notamment à certains de mes patients qui ont des surdités unilatérales, qui sont implantés. Donc, comment être certain de travailler uniquement avec l'oreille implantée? Bon, ben voilà, en utilisant tel ou tel accessoire ou le Bluetooth quand c'est possible. Mais voilà, ce sont des questions en tout cas qui sont importantes et qui nous permettent d'être le plus efficace possible dans la rééducation. Juste un petit rappel également sur l'accompagnement de l'entourage. Il ne faut pas les oublier et donc prendre le temps nécessaire pour répondre à leurs questions, même à distance, les conseiller dans les situations du quotidien qu'ils rencontrent et éventuellement les orienter, voilà, vers certains
sites comme sur DiFrance ou certaines lectures quand ils le souhaitent. Alors, quelles sont les limites et les difficultés qu'on peut rencontrer dans notre pratique? D'abord, pour le patient, ça va être la difficulté et la différence qui existe entre la voix naturelle et la voix digitalisée, qui est beaucoup plus difficile à comprendre. Pour nous, orthophonistes, il n'y a pas encore de matériel dédié. Donc, c'est vrai que ça demande quand même un travail de préparation assez important pour les orthophonistes, donc bien plus chronophage que les rééducations en cabinet. Donc, ça a été dit dans l'étude du CRI qu'on reste très dépendant des aspects techniques et des problèmes de réseau de connexion. Le télésoin reste difficilement envisageable avec des patients qui ont des faibles performances. Un des problèmes les plus récurrents en discutant avec les collègues, ça concerne le travail dans le bruit, car on n'a aucune maîtrise de ce qui est perçu par le patient, aucune maîtrise du rapport signal sur bruit. Et puis, on est effectivement en droit de se poser la question concernant la relation thérapeutique et tous ces enjeux qui sont quand même au cœur de notre métier. Donc, je disais précédemment qu'il n'y avait pas d'outils spécifiques pour le télésoin en orthophonie. On peut quand même détourner, si je puis dire, des outils existants, notamment le TCT9, qui est un protocole de rééducation au téléphone, qui est constitué de 135 exercices regroupés en 27 séances, et il peut complètement s'adapter à nos prises en charge à distance. On peut également utiliser et proposer certains outils en ligne pour les patients qui veulent s'entraîner à domicile. Par exemple, les exercices qu'on retrouve sur le site de l'IFIC sont vraiment intéressants et peuvent être effectués en autonomie. Ou encore le site La Biolecture que j'utilise souvent en écran partagé avec les patients. Et un autre outil récent, vraiment très bien conçu, intuitif, qui est un site d'entraînement en ligne qui a été développé par Yannick Belloir, orthophoniste qui travaille chez Advanced Bionic maintenant. Donc vous avez en fait sur la partie gauche les différents exercices avec plusieurs niveaux de difficulté. Au milieu, l'item cible ou la question. Et puis à droite, vous avez effectivement la vidéo avec diverses possibilités de réglage. Donc, on peut choisir l'interlocuteur. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui articule très bien avec un débit très ralenti ou vous retrouvez avec un adolescent qui parle très vite, qui va mâchouiller un petit peu ses mots. Donc, forcément, on est sur des niveaux de complexité et d'intelligibilité très différents. Et puis, on va surtout, et ce qui est intéressant, pouvoir sélectionner le niveau de bruit. Donc, ce qui va être vraiment intéressant pour le patient. Donc, il peut choisir de travailler dans le silence complètement ou alors avec un bruit, par exemple, de trafic léger, modéré ou sévère, ou des bruits de conversation. Voilà, ça c'est également, on peut également l'utiliser avec un partage d'écran et c'est ce que je fais régulièrement avec les patients. Donc, à conclusion, oui, le télésoin est effectivement possible chez nos patients adultes sourds malentendants et on est simplement effectivement un peu limité concernant certains axes de travail, comme je l'ai dit plusieurs fois, notamment pour la compréhension de la parole dans le bruit. Tout reste à faire pour développer de vrais supports qui soient ciblés et dédiés au télésoin. Et puis, il sera évidemment intéressant de faire un point à moyen terme auprès des orthophonistes et des patients et donc tenter de savoir si oui ou non le bénéfice est égal que la rééducation soit effectuée en cabinet ou en téléconsultation. Voilà, merci pour votre attention. Merci Roxane pour cette magnifique présentation. J'ai une petite question, moi, elle concerne plutôt le type de patient qui adhère au télésoin, à la téléconsultation. Est-ce que tu retrouves tout type de patients, même des seniors, avec le problème d'accès à l'outil informatique, de connexion, ou en général, il n'y a pas de problème là-dessus? Alors, c'est quand même. Alors, il y a des seniors qui se débrouillent parfaitement bien avec les outils. Alors, c'est vrai que 2-3 fois, je me suis quand même déplacée à domicile pour juste leur installer Zoom sur l'ordinateur. Après, une fois qu'ils ont compris le mode de fonctionnement, tout se passe très bien. Mais après, on est limité sur les axes de rééducation, comme je l'ai dit. Ça, c'est sûr.
et en système de données anonymisé, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on a beaucoup de contraintes en anonymisation des données, il faut signer des consentements. Vous avez les mêmes contraintes non, parce que je sais qu'en ORL, le Dr Schmoll en parlait, il y a quand même pas mal il faut quand même qu'ils adhèrent à une charte et à un règlement, les RGPD, et ainsi de suite. Nous, on le voit tout le temps en consultation d'audioprothèse, même dans un laboratoire. Vous, Zoom, par exemple, ça paraît... Oui, mais déjà, on n'a aucun document à faire signer particulièrement. Et effectivement, pour l'instant, on n'a aucune interdiction d'effectuer ces prises en charge via ces plateformes-là. En fait, c'est... Pour l'instant. Okay. Pour l'instant. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. On va faire la présentation d'Élodie Durand concernant le côté audioprothèse de la téléaudiologie. Je lance la présentation. Bonsoir à tous. Alors, donc le docteur Schmoll vous a présenté la téléprescription via la téléconsultation, donc je ne vais pas revenir dessus. On a expérimenté la téléconsultation de janvier 2020 à mi-mars 2020, juste avant d'être arrêté par le Covid, dans le centre du coup de Bar-le-Duc avec quelques patients. La problématique en Meuse, c'est un désert médical. Les ORL les plus proches à l'époque étaient situés à Saint-Dizier et à Verdun, donc entre 30 et 50 minutes de route. La téléaudiologie, c'est un sujet vraiment d'actualité puisque le rapport IGAS de 2021 recommande de mettre en place des expérimentations pour soutenir justement le développement de la téléaudiologie, en commençant notamment par les zones sous-denses. Alors, un des cas patients qu'on a eu, c'est un homme de 80 ans qui est venu faire un bilan de l'audition au laboratoire d'audioprothèse. Il habite un village à proximité de Bar-le-Duc. C'est donc un patient éloigné des professionnels de santé qui a des difficultés pour se déplacer. Il était gêné par son audition depuis environ 10 ans. En effet, il faisait souvent répéter en groupe, il mettait la télévision beaucoup plus forte et il se plaignait d'acouphènes. On a donc fait un bilan audiométrique avec une audiométrie tonale, vocale et un test de Weber. Il en ressort une perte moyenne bilatérale. Le patient a donc souhaité se faire appareiller. Il m'a posé la question sur la possibilité d'aller chez son médecin généraliste pour avoir une prescription d'appareil auditif. Selon l'arrêté du 14 novembre 2018 dont on parlait tout à l'heure, c'est possible, mais dans le cas d'une primo-prescription, l'ORL est toujours très fortement recommandée. Donc je lui ai proposé à ce moment-là la téléconsultation, qu'il a accepté et il a consenti en signant un document. On a fixé un rendez-vous la semaine suivante et pour préparer le rendez-vous de téléconsultation, j'ai donc pris en photo les tympans, l'audiogramme que j'ai envoyé du coup au docteur Schmoll via une tablette. En soi, la téléconsultation, elle est facile à mettre en place puisque les cabines sont déjà adaptées de tout le matériel nécessaire aux différents tests. Une fois la prescription obtenue, dans le cas d'un premier rendez-vous où on réalise l'anamnèse, l'autoscopie, l'audiométrie tonale et vocale si elle n'a pas été réalisée en amont, le choix prothétique et le choix de l'interface avec une prise d'empreinte si nécessaire, ça ne peut être fait qu'en laboratoire d'audioprothèse. Il en est de même pour l'adaptation initiale où on réalise un essai d'1 mois avec 2 rendez-vous obligatoires dans lesquels on va ajuster les réglages, notamment en fonction des mesures in vivo et in situ. On réalise des tests de contrôle d'efficacité prothétique et surtout la grosse partie, c'est l'éducation prothétique du patient. Selon le code de santé publique, tant que le patient n'a pas acheté les appareils auditifs,
nous ne pouvons pas pratiquer de télésoin. Le télésoin va apparaître uniquement lors du suivi post-adaptation, où nous allons pouvoir ajuster les réglages en fonction d'éventuelles problématiques du patient. Nous pouvons aussi réaliser des mesures in situ, vérifier le temps de port des appareils auditifs. En revanche, une des contraintes techniques qu'on va avoir, c'est l'entretien des appareils auditifs, puisque la plupart du temps, c'est par un bon entretien qu'on va résoudre le problème du patient. De plus, l'autoscopie et l'audiométrie de contrôle au casque vont nécessiter l'assistance d'un téléopérateur de santé qui devrait être situé avec le patient. Pour réaliser un télésuivi en audioprothèse, il nous faut des aides auditives et un smartphone de dernière génération, puisqu'il faut une connexion par Bluetooth à un appareil Apple iOS ou Android compatible. Les appareils auditifs doivent avoir une pile neuve ou une batterie chargée à plus de 50%. Et attention, il faut bien désactiver le mode économie d'énergie sur le téléphone ou la tablette. Le patient doit également avoir un compte de messagerie électronique afin de créer un compte sur l'application de l'appareil auditif. Et bien évidemment, une connexion Internet stable. En Meuse, ça peut poser problème encore puisqu'une vingtaine de villages sont toujours en zone blanche. La plupart des marques d'appareils auditifs proposent du coup d'échanger avec le patient soit par vidéo, soit par chat ou par demande d'assistance. Suivant les marques, suivant les fabricants, l'ajustement des réglages va se faire de manière synchrone ou asynchrone et nous pouvons réaliser ou non des mesures in situ. Le télésuivi en audioprothèse, ça permet d'avoir un service supplémentaire pour maintenir le lien avec nos patients. En revanche, le cadre réglementaire est encore à faire évoluer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Elodie. Donc, on voit que nous aussi, audioprothésistes, on a quand même pas mal d'outils à notre disposition. Bon, ça peut s'apparenter des fois à du gadget parce que certaines marques nous proposent, oui, voilà, de faire de l'asynchrone, c'est-à-dire que les patients commencent à nous poser des questions à distance. Il faudrait que tous les soirs on vienne relire l'ensemble des questions qu'on a reçues dans la journée pour effectuer des réglages en fonction des desiderata des patients. C'est vrai que ça peut rendre les choses un peu compliquées, mais il y a de plus en plus d'outils qui peuvent faciliter notre pratique et faciliter celle des patients. Je ne sais pas si vous aviez des questions, Dr Schmoll, sur ces différentes présentations, ou Roxane? Moi, j'avais pas une question. Je voulais dire que, effectivement, moi, j'avais fait de la téléaudiométrie, donc, avec le système que présentait Frédéric Gonaille avant. Moi, je suis presque un doublement du temps de télé pour faire un audiogramme à distance. Et il parlait de 20%. Moi, je suis presque à 100% de plus. Alors, peut-être que j'avais une mauvaise connexion ou l'EHPAD dans lequel était le patient avait une mauvaise connexion, mais ça m'est arrivé très, très souvent d'en faire maintenant très, très souvent, au moins une vingtaine, et je trouve que le temps passé est une problématique qui n'est pas encore complètement résolue. Ouais. Et la deuxième chose qu'il évoquait également, c'est qu'il n'y avait pas de cotation aujourd'hui, donc pour passer deux fois plus de temps sans cotation, ça reste un problème important. Et il y avait un téléopérateur sur place dans la maison de retraite, oui, qui gérait, absolument, qui était formé en amont. Absolument. On avait une infirmière qui était formée à mettre en fait juste les casques et à mettre en route l'ordinateur, puisqu'en fait ces casques ne marchent pas aujourd'hui encore sur des tablettes, puisqu'il faut une certaine puissance électrique pour faire marcher les casques aériens et osseux. Pour l'instant, on a surtout besoin d'un ordinateur du côté du patient et de l'autre côté pour piloter également un ordinateur avec l'application. Et c'est vrai qu'à part la téléorthophonie, où on voit bien que c'est bien rodé quand même, où ça a l'air d'être vraiment facilité, la téléprescription semble elle aussi quelque chose qui est quand même assez facilement réalisable.
si tout le monde y arrive, entre guillemets. Vous pensez que c'est vraiment une solution pérenne dans le futur en termes de suivi? C'est une solution extrêmement facile à mettre en place, c'est extrêmement performante pour les patients. Elodie le disait, il y a des patients qui n'ont pas d'ORL à 30 à 50 minutes à la ronde, donc effectivement, je ne vois pas pourquoi, déjà dans les represcriptions évidemment, mais même voir dans les primo-prescriptions, ça on verra. Oui, bien sûr, les outils numériques seront de plus en plus performants, les réseaux seront de plus en plus rapides et présents. On est en 4G, on parle de la 5G. Il est absolument illusoire de penser que la médecine ne va pas évoluer. Enfin, il serait presque criminel de penser qu'on va rester au siècle précédent. Oui, je pense que là où on a des outils qui le permettent, la seule problématique, c'est créer une organisation, c'est-à-dire faire bien les choses avec d'un côté des médecins qui sont formés pour le faire, de l'autre côté des audioprothésistes ou des infirmières en structure qui savent utiliser les outils. Et dans ce cas-là, on aura une très bonne médecine à distance. Ça fait partie des choses. Demain, c'est tout le service à la personne et faire déplacer les gens, c'est un peu au siècle précédent. Quand on n'a pas besoin de déplacer les gens, la technologie le permet aujourd'hui et les outils numériques le permettront de plus en plus souvent. Et là, juste pour revenir sur l'étude que vous avez faite, c'était un système qui était propre, c'est un système propre à votre fonctionnement ou c'est des plateformes qui sont du type Doctolib ou Alors pour la téléprescription, j'ai utilisé notre plateforme TocTocDoc, ça Okay. c'est clair, qui est utilisable par tout médecin, c'est gratuit, je le disais avant, et tout centre d'audioprothèse, puisque c'est une application web, donc sur mon ordinateur, Okay, c'est très bien. utilisé. Complètement ouverte. Mais pour la téléaudiologie que j'ai utilisé le même système de Shoebox que j'ai testé. Et là, je vais en tester un nouveau pour voir même pour une comparaison, quoi. Et Frédéric, pour l'implant cochléaire, aujourd'hui, dans votre activité, c'est quelque chose qui représente une grosse part, une part non négligeable, ou c'est encore à la marge Pareil, pour l'instant, il y a tout un circuit, ça fait partie des choses qui modifient un peu les pratiques quotidiennes et pour lesquelles les choses ne sont pas dimensionnées. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de remboursement pour les actes de télésuivi. Donc là, on peut se permettre de le faire dans le cas de validation, mais après, ce n'est pas un exercice qu'on peut faire de manière pérenne. Donc, il n'y aura pas de cotation, de rémunération associée à l'acte. D'accord, ouais. C'est compliqué de faire travailler gratuitement. Au bout d'un moment, c'est gentil, mais on ne peut pas le faire indéfiniment. Bien sûr, ouais. Donc, voilà, on va dire que pour les parties à viser, je dirais, de validation des process. Mais pour l'instant, on ne peut pas trop l'étendre pour des raisons d'organisation. Après, il y a aussi une autre contrainte qui est certaine, c'est que, bon, faut que le patient y veuille, indispensable. Puis après, il faut aussi qu'il ait les outils, parce qu'aujourd'hui, s'il n'a pas un smartphone un peu prémis existants, ne sont pas compatibles avec. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête lorsqu'on va partir sur ce type de solution-là. Il faut qu'on ait les outils pour la téléaudiologie, mais aussi que l'interface smartphone du patient soit adaptée. Et donc, ça, c'est un élément qui est aussi vraiment à pondérer dans l'utilisation de ce type d'outils. Très bien. On arrive à la fin de ce webinaire. Je vous remercie tous d'y avoir participé et de vos présentations. On remercie encore le public d'avoir participé à ce webinaire et on vous retrouve à un autre webinaire au jeudi de l'audiologie très prochainement. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.